Fabienne Crabin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici avec nous pour votre livre Je prends soin de mon couple, édité chez PUF. Oui. Donc, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots de la manière qui vous semble la meilleure. Je suis psychanalyste. De formation, je suis médecin au départ. Et puis, je suis devenue psychanalyste comme beaucoup sur le tas. Et je m'intéresse, je dirais, quasiment exclusivement à la notion d'amour et du couple. Voilà. Dans la première partie, donc sur la notion de couple, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est quelque chose de protéiforme, notamment de nos jours aussi. Du coup, quelle est selon vous cette nécessité d'avoir aujourd'hui encore à essayer de définir en couple? Est-ce que c'est encore légitime d'avoir ces questions? J'aurais presque tendance à dire que c'est presque plus légitime qu'avant d'essayer de se poser la question sur qu'est-ce que c'est qu'un couple aujourd'hui. Parce que justement, il y a tout un panel de couples différents. Il y a toutes les discussions actuellement sur le mariage pour tous, etc. Alors, qu'est-ce qui définit un couple? Est-ce que ce sont des gens qui vivent sous le même toit? Est-ce que ce sont des gens qui ont une sexualité commune? Est-ce que ce sont des gens qui ont un projet de vie en commun? Et moi, j'ai tendance à penser que le couple, c'est à la fois des gens qui ont un projet de vie en commun et qui ont une sexualité commune. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a nombre de couples différents et il n'y a pas une étiquette à poser sur le couple. Donc oui, je trouve que c'est important. Et puis ensuite, l'autre chose, c'est que aujourd'hui, on sait que 2 couples sur 3 se séparent, qu'il est de plus en plus difficile de durer. Et ça s'explique de façon simple, parce qu'avec l'augmentation de la longévité, là où au siècle dernier, ou il y a 2 siècles, on se mariait pour 20 ou 30 ans au maximum, aujourd'hui, on se retrouve à vivre 50, 60 ans ensemble. Donc le projet n'est pas le même. Pour vous, par exemple, qui êtes quelqu'un de jeune, quand vous vous engagez vis-à-vis de quelqu'un, vous êtes en train de vous dire que la personne que vous la choisissez pour 50 ans, c'est pas du tout le même challenge que pour une vingtaine d'années. Donc voilà. Donc il y a à se poser la question sur est-ce qu'on va aller vers une société où les couples où on aura des couples dans la vie, où il sera bien difficile de rester de façon longue ensemble, ou est-ce qu'il faut à tout prix essayer de sauver l'image d'un couple qui dure? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser ça. Mais bon. Oui. D'ailleurs, justement par cette volonté de légitimer le couple, ça permet dans votre ouvrage qu'on aille dans un questionnement sur vraiment des choses qui sont pratiques de l'ordre du couple. Et donc, parce qu'en fait là ça manque un peu de magie, ce que je vous dis, mais pour moi la magie qu'il y a dans cette histoire-là, c'est que je reste persuadée que la plus belle aventure qu'on a à vivre, c'est l'aventure de la vie à deux, de la rencontre et de l'amour. Donc beaucoup de gens en général, quand je leur dis qu'est-ce qu'on a de plus belle qu'est-ce qu'on a comme plus belle aventure que la vie à deux à vivre sur cette terre, et la plupart des gens vous répondront on peut faire le tour du monde. Et moi j'ai tendance à dire la belle affaire, le tour du monde, c'est certainement beaucoup moins excitant et beaucoup moins difficile, ou beaucoup moins, on découvre beaucoup moins de choses que dans la vie à deux. Donc je crois que c'est la plus belle aventure. Donc c'est ça aussi l'idée du couple, c'est d'essayer de sauver cette magie-là. Oui, on le voit tout à fait, parce que justement, c'est un réel dialogue en fait qui s'instaure au sein de votre ouvrage, donc qui s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes, comme vous le dites, mais ça, on suppose que le public sera majoritairement féminin, ou du moins avoué. Avoué, oui, parce que on voit dans les commentaires que j'ai eus, etc., que les hommes ont lu le livre, et ça me fait très plaisir. Oui, c'est ce qui est agréable en fait, c'est que vous faites la part des choses entre les deux personnes, et du coup ça replace justement cette nécessité de dialogue au sein du couple, et votre ouvrage est là pour aider justement à mieux vivre son couple. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est justement vous pointez ce paradoxe et cette difficulté qui est entre la nécessité d'avoir une forme de magie et les instants pratiques. Donc notamment, par exemple, par rapport à la sexualité, qui est une question que vous allez traiter d'emblée, justement parce que pour vous, c'est une question essentielle. Est-ce que c'est par rapport à votre expérience, à ce que vous avez lu,
Vous vous rendez compte que c'est quelque chose d'important? De toute façon, c'est une question qui est mise en avant sans arrêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sous-entend plus la notion d'amour ou de couple sans mettre en premier lieu la sexualité. Donc c'est pour ça que je l'ai traitée d'emblée, parce que je pense qu'elle vient à l'esprit de tout le monde en premier lieu. On a l'impression que c'est une sorte de nerf de la guerre, qu'un couple ne dure que s'il arrive à rester épanoui dans sa sexualité. Donc moi, je trouve qu'il y a une grande ignorance dans la sexualité en règle générale. De l'un comme de l'autre. Donc je trouvais intéressant de faire le point, de donner des sortes de recettes, entre guillemets, pour, non pas pour comprendre l'autre, mais pour comprendre ce qu'est la sexualité de l'autre, parce que c'est quand même un moment où il est très difficile en réalité de se rencontrer vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai abordé le sujet qui me semble essentiel. Et en tout cas, c'est souvent à cause de ce sujet-là que les couples vont mal. Donc ça me paraissait majeur d'y réserver un... Mais par exemple, il y a aussi le quotidien qui prend beaucoup de place dans mon livre, parce que je trouve que le quotidien aussi, c'est tous les couples que vous entendez ou qui viennent consulter, vous disent on en a marre de la routine, on voudrait casser la routine tue le couple, etc. Donc je voulais revenir sur ces sujets-là où, par exemple, moi, je ne pense pas du tout que la routine tue le couple. La routine, on y est tous confrontés, qu'on soit célibataire, en couple, qu'on ait une vie ordinaire ou une vie extraordinaire. Donc, l'idée, c'était d'en faire un art de vivre. Donc, c'était un peu ça. Mais là, justement, on touche à la dernière partie du bouquin, en fait, dans cette nécessité, justement, comme quoi la routine et le fait de vivre ensemble tous les jours peut amener à justement renforcer ce lien entre les deux personnes. Donc, est-ce que vous pouvez un peu expliquer, justement, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, votre système donc, du CARE? Du CARE? Oui. Alors, en fait, c'est issu d'une philosophie bien connue, qui est la philosophie du CARE, qui est une philosophie au départ anglo-saxonne, plus exactement américaine. Et le CARE, ça n'a pas de traduction en français. Pas bien. En anglais, ce serait prendre soin, justement, d'où le titre, c'est prendre soin de. Et je trouve qu'avant de prendre soin de tout le monde, il faudrait apprendre à prendre soin de son conjoint, à prendre soin dans son couple. Et à partir de là, j'ai voulu essayer de trouver un moyen mémotechnique qui utilise ce mot pour en faire une sorte de traduction quelque part. Et j'ai utilisé les 4 initiales pour dire que je pense que l'équilibre du couple et l'harmonie du couple reposent sur 4 piliers qui sont le C de complicité, le A de amour, le R de respect et le E de engagement. Et à partir de là, donc il y a toute une partie qui essaye d'expliquer comment évaluer notre niveau de complicité, d'amour, de respect et d'engagement, mais aussi comment le réadapter ou gagner en harmonie dans son couple. C'est de ça dont vous vouliez me faire parler. Et justement, ce que j'aimerais savoir, vu que vous êtes en face de moi, c'est dans quelle mesure vous pensez que les gens ont besoin d'avoir ce genre de propos en face d'eux? Parce qu'en fait, il faut avouer qu'il y a certaines évidences qui sont dans votre livre. C'est obligé. Vous traitez de psychologie, des comportements entre l'homme et la femme. Et du coup, c'est ce qui peut aussi parfois frapper, en fait. C'est peut-être une volonté que vous avez voulu créer aussi, le fait de montrer que c'est des choses simples qu'on a à portée de main et qu'on n'arrive pas à conceptualiser, à formaliser. C'est ça. C'est en fait mettre des mots sur ce que tout le monde ressent. C'est ça. L'idée, c'est de réussir à verbaliser ce que tout le monde sait, mais de façon un peu confuse, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est assez facile de lire le livre et dire « Ah bah oui, c'est une évidence ». En revanche, quand on cumule les évidences comme ça et qu'on les organise et qu'on les conceptualise un peu, ça devient déjà beaucoup plus difficile à faire. Et du coup, c'est une façon de dire « Bien sûr que c'est évident », mais pour autant, moi je pense que l'amour, c'est une volonté. C'est-à-dire que quelque part, quand vous êtes engagé avec quelqu'un, il faut que volontairement, vous fassiez des choses pour améliorer ça. Ce n'est pas quelque chose de spontané, d'inné et de facile. Donc l'idée, c'est d'aider les gens à avoir des moyens et aussi une prise de conscience sur l'importance de s'investir dans son couple, de s'investir de façon bienveillante vis-à-vis de l'autre et de revoir tout le quotidien, c'est-à-dire comment on lui parle, comment on parle de lui à l'extérieur ou d'elle à l'extérieur, quel lien au corps on a. Voilà, donc à partir de là, obligatoirement, c'est une somme d'évidence, mais c'est aussi une somme d'avertissement, quelque part. Et j'espère qu'on y trouve des clés pour
pour s'auto-évaluer et pour qui sait améliorer les choses. Enfin, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, par rapport à cette volonté de mettre de mots, ce qui est intéressant aussi, c'est votre utilisation de tout cet héritage, justement, sur le couple. Donc, il y a des grands noms, notamment Lacan, que vous citez. Un petit peu. Un petit peu, oui. Un petit peu. Mais c'est vrai que, du coup, c'est intéressant parce on prend toute l'ampleur, en fait, de la question à la lecture de votre bouquin. Et c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant parce que j'ai ressenti une volonté aussi de déculpabiliser un peu les questionnements que peuvent se poser l'un ou l'autre dans le couple. Est-ce que pour vous, cette question justement de la culpabilité est quelque chose qui a tendance à trop peser sur les uns et les autres? Je pense qu'on est très ennuyé par la culpabilité. Je pense que, en fait, par rapport à ce que vous disiez, c'est aussi le fait que j'ai 50 ans et des poussières, et que c'est le cheminement d'une femme, et c'est à partir de là que je me suis dit que c'était bien d'utiliser à la fois mon ressenti personnel et celui que j'ai pu croiser pour essayer de faire un point, une sorte de, je ne vais pas dire de Bible parce que ça n'a pas de sens, mais de tour complet de la question. J'en avais besoin peut-être aussi pour moi. C'était à la fois important pour moi. Et dans ce truc-là, je me suis aperçue qu'en effet, je suis plus axée sur la culpabilité des hommes. Je crois que les hommes sont extrêmement culpabilisés. Aujourd'hui, on sort d'une période où ils ont l'impression de faire tout faux, de mal agir. Le problème semblerait être simplement que ce sont des hommes. Alors, d'être un homme, c'est déjà un problème à la base, etc. Et il est vrai que du côté des femmes, quand vous les questionnez, elles ont, au fond d'elles, quand même le sentiment qu'une femme, c'est toujours mieux qu'un homme, quoi. Et donc, j'ai essayé je pense qu'on n'avancera pas dans la qualité de la relation dans le couple tant qu'on restera sur ce thème-là. Et donc, l'idée de mon livre, c'était essentiellement pas de réhabiliter l'homme, mais de lui redonner une place. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une dissociation, un déséquilibre, pas du tout dans le sens qu'on croit. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le couple, on pense que c'est la femme qui a toujours raison. Et je ne suis pas sûre de ça du tout. Et on a absolument besoin des qualités masculines pour faire un bon couple. Oui, donc, voilà. Donc j'espère que les hommes ne sauront pas... Mais bon, je n'en sais rien. Parce que de temps en temps, j'ai vu des commentaires où, quelque part, ils avaient encore l'impression que je les agressais. Mais alors qu'au contraire, mon idée est absolument pas dans ce sens-là. Je pense que ça, c'est peut-être plus au début et sur certaines phrases, notamment par rapport à la fidélité. Ah oui, là, mais ça a beaucoup choqué. Qu'est-ce que j'ai dit sur la fidélité qui choque? C'est pas. Vous dites que les hommes ont plus tendance à être infidèles que les femmes et que ça reste une grande majorité. Et c'est vrai que c'est le cas. Mais après, à notre époque, je pense que maintenant que les femmes n'ont plus le poids, par exemple, de la peur d'être enceinte ou le poids du jugement de la communauté, il n'y a plus la lapidation, du moins là où vous écrivez le bouquin en ce moment. Les femmes, avec la possibilité aussi de maîtriser justement leur natalité, ont cette possibilité et la prennent sans doute. Donc c'est peut-être quelque chose qui a pu choquer les hommes. Mais les femmes, le fait qu'on soit infidèle, ça n'a rien à voir avec le droit de l'être ou de ne pas l'être. Ça a à voir avec... alors, dans chaque chapitre, je différencie la vision des hommes et la vision des femmes. C'est toujours un peu caricatural, mais ça a quand même du sens, dans la mesure où le choix de l'autre pour un homme et le choix de l'autre pour une femme, ce n'est pas du tout le même schéma. Un homme, quand il choisit... sa compagne, il a toujours le sentiment, et je pense que je ne les trahis pas quand je dis ça, il a toujours le sentiment de renoncer à toutes les autres. Et donc, il fait le choix de l'une, mais il est tout le temps dans ce questionnement de renoncer à toutes les autres. Alors qu'une femme, c'est beaucoup plus facile pour elle, parce qu'elle, quand elle élit un homme, elle a l'impression qu'il n'y a que lui qui compte, etc. Elle le met sur un piédestal. Donc, à partir de là, on n'est plus du tout dans le même schéma de rencontre. Et bien entendu, l'homme, comme il est tout le temps dans ce renoncement, il va être beaucoup plus tenté par l'infidélité que par la femme. C'est beaucoup plus facile pour une femme de ne pas être infidèle que pour un homme. Il n'y a pas de critère de valeur. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour un homme de rester fidèle. Donc voilà, mathématiquement, du coup, les hommes sont plus infidèles que les femmes, mais uniquement parce que c'est plus difficile pour eux. Mais il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de jugement à mettre là-dedans. C'est intrinsèque.